Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, je vais vous parler d'un film horrifique sorti en 2019 que j'avais vu après sa sortie en salle et que je décide de me refaire pour une simple raison, c'est que ce Wedding Nightmare, ou en version originale Ready or Not, va bientôt avoir une suite en salle et elle sera également réalisée par ce duo de réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett qui depuis ont commis les Scream 5, mais pas vraiment 5 et 6, mais surtout l'affreux Abigail, enfin le très mauvais, affreux, peut-être pas exagéré. Et d'ailleurs ça va un peu décrescendo, hein, leur carrière depuis, quoique moi le 6 finalement je le déteste moins que le 5, niveau Scream, mais bon peu importe, c'est quand même pas bien du tout. Il y a eu le 7 depuis, où ils n'ont pas été conservés, on sait pourquoi. Mais là, il s'agissait, Wedding Nightmare, donc de leur deuxième long métrage, j'ai pas vu le premier, hein. Ils avaient déjà fait des petits cours, des segments avant, avec leur projet, ici c'est d'ailleurs à la production, Radio Silence. Et donc, au casting de, on peut le dire, cette comédie noire aussi, en plus d'être une sorte de film d'horreur un peu gore, nous avons dans le rôle principal Samara Weaving, qui est une actrice, je crois que c'est la nièce de Hugo Weaving, mais qui a quand même ici vraiment un rôle très principal. Et c'est elle, la nouvelle mariée, qui va avoir son nightmare, son cauchemar. Remarquez, le titre français, qui est un titre anglais aussi, c'est bizarre, est intéressant. Ready or Not, pourquoi en VO? C'est parce que ça fait partie de la chanson, là, du hide and seek, du cache-cache. Son mari, nouveau mari, joué par Mark O'Brien, le frère de celui-ci interprété par Adam Brody, rien à voir avec Adrian, je crois pas que ce soit dans la même famille, hein. Le patriarche des Domas, le Domas, la famille le Domas, voyons, c'est Henry Czerny qui le joue, voilà, qui a été dans la saga Mission Impossible un petit peu par exemple, Andy McDowell, et à l'époque j'avais rattrapé ce film parce que j'avais appris un petit peu en décalé la présence de cette grande actrice que j'avais découverte moi dans Un jour sans fin et ou 4 mariages à l'enterrement, peut-être 4 mariages à l'enterrement juste avant, mais bon, peu importe. Et dans des rôles un peu plus secondaires, mais ils sont là, hein, Melanie Scrofano, Christian Brune, Elise Levesque, et dans le rôle de la tante un peu faux-folle, nous avons Nikki Guadagni. Alors, il s'agit vraiment de quelque chose de quasi... Alors, c'est pas parodique, hein, mais on voit un décalage. La première fois que je l'avais vu, peut-être... J'étais pas rentré totalement dans le délire, mais quand bien même avec le recul, je me disais que c'était leur meilleur. Là, le revisionnage a été plutôt sympathique, mais j'y reviendrai après. Petit synopsis d'abord, on va suivre l'arrivée donc dans une nouvelle famille, et pour cause de Grace, qui a grandi dans les familles d'accueil, n'a pas eu une vie facile jusque-là, mais elle est amoureuse depuis 18 mois, je crois, d'un jeune homme, Alex, très riche, qui va l'intégrer donc dans sa famille par un mariage, et c'est très codifié dans une grande demeure, tout ça. Alors bon, Grace, elle est contente, parce que elle a vraiment voulu se marier. Alex, c'est pas qu'il était pas chaud, il était pas trop, on va très vite comprendre pourquoi. Et bon, parce qu'il y a cette scène d'introduction, bon, j'en parlerai plus tard, qui nous met déjà dans l'ambiance. Limite, elle est de trop, la scène d'introduction, quand j'y pense, mais c'est pas grave. C'est pas un film qui joue non plus trop sur la surprise, quoique. Et donc, Grace, voilà, magnifique. Et après le mariage, avant la nuit de noces, elle doit se soumettre à une sorte de rituel, participer à un jeu, parce que les Ledomas, ici, ont fait fortune dans les jeux de société et tout, l'arrière-grand-père, machin chose, voilà, grâce à aussi des associés de cette famille à qui ils doivent leur fortune, un certain monsieur Le Bail. Il y a peut-être d'autres fonctions. Et ce rituel de jeu, il faut tirer, enfin, une sorte de carte imprimée, là. Ah, ça peut tomber sur n'importe quoi. Le pouilleux, des jeux de tarot, pourquoi pas, mais aussi le cache-cache, hein, dont on voit déjà une itération du passé dans l'introduction. Et ce cache-cache, c'est pas un cache-cache habituel. Et malheureusement, Grace, qui n'a pas trop de chance, va tomber sur cette carte. La seule, visiblement, hein, du lot, qui pourrait, très bien, lui faire risquer sa vie, parce que le but du cache-cache, oui, elle doit rester cachée jusqu'à l'aube. Alors déjà, c'est compliqué dans un lieu qu'elle ne connaît pas, en plus, pas de bol. Mais pour la retrouver, les autres peuvent, et doivent même, utiliser des armes, un petit peu old school, hein, la plupart. Et en fait, le but, c'est de tuer la mariée. Voilà, la sacrifier. C'est le jeu, voilà, c'est la version malheureuse. Est-ce qu'il y a vraiment du hasard, hein, de toute façon, là-dedans, du fait qu'elle a été choisie par cette carte,
où elle a choisi cette carte, qui va faire d'elle peut-être une sacrifiée ou la fameuse et ultime Final Girl typique de ce genre de film d'horreur. C'est un peu cette idée-là, ça joue sur ce point. Pas pour rien qu'ils aient été choisis après pour faire du Scream avec peut-être d'autres nouvelles Final Girl avec Neve Campbell, Sidney Prescott qui revenait, en tout cas pour le 5, etc. etc. Et après ça déroule. En mode survie, en mode Grace, elle est voilà, forte, elle veut s'en sortir. Le problème, c'est que évidemment toute la famille était au courant. Son mari ne lui en a pas parlé avant, c'est dommage. Il aurait dû. Elle n'aurait pas accepté les épousailles et il aurait fui cette famille parce qu'à la base, et c'est ce qu'il voulait, vivre heureux avec elle. Loin de tout ça. Ah bah il est pas chaud, hein, Alex, malheureusement. La scène d'introduction sert pour ça aussi. On voit Alex et son frère qu'ils n'avaient pas la même idée et la même envie de se soumettre à ce genre de rituel familial. Mais bon, Alex va quand même essayer d'aider sa promise. Et on voit la famille complètement déjantée, ou pas, enfin il y a quelques degrés différents hein, là-dedans. Et les premières qui vont prendre cher, ce sont les domestiques, parce que c'est un film qui veut aussi nous faire ce décalage social. Et en fait, c'est ça la vraie réussite. J'avais pas forcément pris l'œuvre comme ça la première fois où je l'avais vue, j'avais trouvé ça un peu forcé, même si c'était bien divertissement, sympathique, avec des scènes horrifiques bien fortes, du bon petit gore, ouais quand même, enfin plutôt arrivé vers la fin quand même, hein. Mais je ferai une zone spoiler pour le final. Et en fait en revoyant ceci, je vois beaucoup plus les atours. Alors certes c'est très petit malin, mais ça fonctionne, ces atours de vouloir rentrer dedans, rentrer dans cette société ultra-capitalisto-aristocrate ici, de gens qui visiblement sont rentrés dans un délire, ils croient que s'ils font pas ce rituel, la famille sera sacrifiée, enfin qu'elle perdra toute sa richesse ou machin chose. Le pacte avec ce fameux, c'est Faustien, hein, avec le Bail, voilà. Bon, et ce qui est intéressant, il y a ça, donc évidemment les tours en dérision, c'est un peu déjanté, oui je le disais, mais même dans le surjeu absolu, notamment la tante là, c'est assez insupportable par moments, mais ils sont ces personnages insupportables, de facto, on comprend. Et la façon dont Grace, brillamment interprétée par Samara Weaving, une des grandes performances de ces, on va dire, quasi 10 dernières années dans un film horrifique pour une Final Girl, elle va tout faire bon, pour s'en sortir, mais elle va devoir affronter un peu tout le monde, ou pas. Alors il y a le frère de son mari, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il va pas essayer de la sauver, mais il va pas non plus essayer de la tuer. Voilà, il est dans cet entre-deux. Il y a même les gamins, parce qu'il y a des fils de... Alors, je crois que c'est la sœur et son mari, là. La sœur qui est complètement... je crois qu'elle est un peu sous drogue. Et même les gamins veulent participer. Un peu comme les deux frères qu'on voyait au début. Parce que s'il y a cette scène d'introduction, Alex, Daniel, là, voilà, au départ, c'est pour montrer que Daniel, donc le beau-frère de Grace, lui, il était prêt à se soumettre à ce genre de cérémonie, on va dire ça comme ça, alors que Alex... Son époux, lui, non, il voulait pas. Et donc, c'est intéressant de voir que là, il n'est pas allé au bout de son délire. Il aurait vraiment dû tout dire à sa femme, ou alors vraiment, enfin, faire vraiment insister pour qu'il n'y ait pas de mariage. Mais bon, comme il le dit, s'il n'y avait pas de mariage, tu ne serais pas resté avec moi. Parce que Grace voulait vraiment avoir une nouvelle famille par procuration. Bon, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'elle succombe elle aussi, par erreur, de vouloir à tout prix être dans ses conventions. Elle aurait très bien pu avoir quand même fondé sa nouvelle famille avec son mari, avoir des enfants, et ainsi être heureuse sans forcément avoir une belle famille dans les pattes. C'est dommage, finalement, quelque part. Ça critique aussi donc ces fondements un peu conventionnels, américains ou pas, mais quand même, hein, il y a ces idées. Et le capitalisme derrière, parce qu'évidemment, cette famille qui a fait une grande richesse dans les jeux, utilise même ces jeux dans l'idée de ce pacte-là, dans une croyance. Pendant tout le film, on se demande s'ils sont fous, ou s'il y a vraiment un truc démoniaque. C'est même pas le propos, mais dans le dernier acte, ça peut devenir le propos. Et donc, belle survie. Alors évidemment, d'abord, les domestiques, elles prennent cher. Après, elles doivent surtout combattre le majordome. C'est crescendo, hein. On monte l'échelle sociale face aux ennemis, parce que le film veut justement montrer comment aussi ces domestiques ou majordomes sont utilisés comme de la chair à canon, et se sacrifient eux aussi soumis. C'est triste, hein. C'est triste, c'est comme ça. Mais ça montre aussi donc la lutte des classes alliées dans le film, hein, cette idée-là. En plus, Grace, elle vient d'en bas. Et il y a des choses intéressantes sur des personnages secondaires qui sont un minimum développés, mais suffisamment pour que ça aille encore. Alors, il y a l'une des... c'est ça, l'épouse, c'est compliqué, hein, l'épouse du beau-frère, si vous me suivez, qui, elle, vraiment,
s'est mariée en acceptant le pacte parce qu'elle vient de loin, elle était pauvre, et elle s'est soumise à cette idée qu'elle serait dans la richesse et le confort, en plus de l'amour qu'elle avait pour son mari. Donc il y a ça. Il y a le mari de la belle-sœur, qui est un petit peu à l'ouest, qui s'est soumis mais en mode passivité, il croit pas trop en ce bordel là, mais il suit quand même. Et vous avez, ça c'est le personnage le plus intéressant peut-être, surtout arrivé vers la fin. Alors le père de famille, lui, il suit l'héritage, c'est complètement, voilà, hein, c'est le Domas, quoi. Mais il y a son épouse, donc la mère des deux, enfin, la mère, suivez-moi, hein. C'est pas facile, les jeux des 7 familles compliqués comme ça. La mère du mari de Grace, qui aime bien Grace. On pourrait se demander ce qu'elle veut aussi, mais bon, elle est devenue la chef de famille. Elle voit en Grace une héritière potentiellement, mais une fois que la carte a décidé, bon, bah, on comprendra que ça ne sera pas une aide potentiellement pour notre Final Girl. Et après, ce qui est intéressant, bon, la mise en scène, c'est pas là-dessus que ça va briller sur des intentions autres que rendre spectaculaire ou intense certaines scènes d'angoisse ou de meurtre, de mort. Mais il y a quand même un truc qui est sympathique, ça se passe souvent de nuit, donc sur la photographie, un peu plus sombre, avec ces lumières un peu jaunâtres et tout, ça colle bien dans l'aspect film un peu manoir de fantômes, mais il n'y a pas de fantômes. Donc voilà, et c'est le chef-op attitré du duo, Brett Juszkiewicz, et je pense que c'est des gens qui travaillent tous un peu ensemble, avec comme le scénariste là, Gary Busek, dans ces studios, enfin ce groupe-là de Radio Silence. Bon, malheureusement, on retrouvera la plupart de ces gens-là dans Abigail, après. Un peu Abigail, et à mon avis, on a été complètement tombé dans juste la démonstration de tout ça, et avec un évidement complet d'un propos de fond. Là, il y est le fond. Donc, c'était sympa. Et spoiler. Alors, la fin, vous voyez, c'est là où, la première fois, je suis dit, oh non, c'est dans le délire absolument, c'était pas la peine. Ouais, alors, il y a le rituel. Ouais, en fait, oui, bon, le bail, là, pacte faustien, le film rend ça évident. C'est en gros une représentation ou un adjoint ou le diable, Satan lui-même. Donc il y a ce rituel Hail Satan à la fin. Là. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs mon suite de Ghost là. Parce que si celles et ceux qui connaissent ce groupe, on rigole. Mais voilà, il y a tout ça, ils boivent des trucs. Bon, finalement, elle va s'en sortir, Grace. Ben oui. Ça aussi, pourquoi pas. Elle va réussir, bon, alors, malheureusement son mari se retourne contre elle parce qu'elle a tué la mère qui veut, bon, malheureusement il n'y a personne qui a sauvé là, dans les liens du sang ou par union, ils ont vendu tous leur âme ou par destination du sang, voilà, par transmission, ils sont tous paumés dans ce pacte ultime. Ils y croient ou pas, c'est pas un problème, hein. Il y a la fanatique latente, et il y en a un qui y croit pas mais qui suit, parce que de toute façon ils sont tous dans le même délire, et arrivé au bout, pouf, l'aube se lève, elle a gagné Grace, elle a réussi à s'en sortir, et là la question reste en suspens quelques instants, quelques secondes, était-ce complètement un délire de folie? Ah mais il se passe rien et tout, ça aurait été dommage que le film s'arrête là, peut-être. En effet, ils vont tous exploser les uns après les autres. Le film va au bout de son idée, de son délire. Ça, je salue. C'est pas évident. Voilà. Ça va au bout du délire. Et il y a cette fin qui est assez jouissive. Hein. On les voit tous péter, là, les gros richards capitalistos dégueulasses, là, qui ont voulu mettre ça en scène. Et en effet, donc, il y avait bien ce pacte avec le diable. Grace est la seule à survivre. Oui, il y a même les enfants qui meurent hors champ, ils explosent hors champ. Et c'est limite drôle. Comme ça, j'ai rigolé. Et elle rigole derrière, Grace. Donc j'étais mort de rire, doublement, parce qu'il y a un petit côté méta. Grace survit, mais elle va voir. Alors ça, c'est intéressant. Ça va être la seule. À part, il y en a un qui l'a vu, je crois, mais il avait 5 ans. Mais elle va le voir, le Bale. Le Bale, son fantôme, le diable, là, qui apparaît, et qui salue Grace. Voilà, puis après Grace est récupérée par les flics en mode la réplique finale. Alors, en VF, c'est qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis marié en VF, j'avais une belle famille, c'est la belle famille. Ok. Et on arrive là en se posant la question, il y a une suite. Alors je reste dans la zone spoiler parce que bon, la suite forcément. Ça va être intéressant peut-être de voir comment Grace va probablement se récupérer cette malédiction et ce pacte, parce que le Bale, là, si elle le voit à la fin, c'est qu'il va y avoir un truc, je pense. Hein. J'ai pas lu du tout de synopsis. Et que je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'elle va refonder une famille et que le pacte va être transmis à elle parce qu'elle était la seule survivante. Et quand même, n'oubliez pas,
Elle s'est mariée à cette famille quand même, elle a survécu, mais elle est mariée, et c'est une Ledomas malgré tout, même si à la fin elle demande le divorce. Lol. Non, pas le temps, elle est veuve, donc elle garde le nom Ledomas. Elle va devoir se récupérer cet héritage-là d'une manière ou d'une autre pour une suite. Donc une suite peut se justifier. Après, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Je m'attends à un truc très grandiloquent, là. Ça va péter dans tous les sens. Et j'ai un peu peur par rapport à ce qu'ils ont fait depuis. J'ai peur que ça soit évidé ou juste répété, voilà, là, dans le propos qui est déjà postulé là. Est-ce que ça va être intéressant autrement? Non, à mon avis, ils vont lâcher les chevaux en mode nawak, et ça va rien apporter en profondeur de plus. Mais, je ferme ma zone spoiler, malgré tout, peut-être que j'irai voir la suite. Alors je dirais toujours ça, hein, peut-être, parce que je ne sais jamais d'avance les séances que je m'organise quand ça va sortir, les films qui peuvent être en parallèle, le temps que j'aurai ou non, ce ne sera pas mon ultime priorité non plus. Je sais que mon cinéma, qui diffuse parfois des films d'horreur que à partir de la fin de l'après-midi, non, moi ça ne m'arrange pas, si c'est le cas, je n'irai pas le voir, mais au pire, je le rattraperai quelques semaines, quelques mois après, malgré tout, en VOD. En attendant, ce Wedding Nightmare Ready or Not, ça passe plutôt bien. J'ai envie même de le monter un petit peu, hein. J'avais mis un 6 sur 10. Je pourrais rester là-dessus. Alors, les notes, on s'en fiche, hein. Voilà, 3 étoiles sur Letterboxd. Je vais peut-être le monter à 3,5, juste comme ça, en mode, allez, pourquoi pas. C'est surtout que, vu ce qu'ils ont commis après, là, ça paraît presque une forme de quasi chef-d'œuvre de leur part, d'une certaine façon. C'est surtout que ça va au bout du délire, oui. Et il y a un propos qui est intéressant, qui prend corps et qui va avec le côté comédie noire, déjanté, horrifico, loufoque, parce qu'on les tourne en dérision, voilà, ces aristos. Et ça fait du bien aussi, ça tape un peu. Alors c'est facile sur le papier, mais avec le personnage de Grace, etc., ce qui se passe, la façon dont elle résiste quand même, qu'elle se bat contre ça, contre l'ordre social, ça mérite quand même d'être plutôt salué. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Wedding Nightmare, Ready or Not, Hide and Seek. Voilà, cachez-vous bien, vous, là, derrière votre petit clavier, mais quand même, tapotez un petit commentaire sans que je vous voie trop, parce que sinon, cachez-vous jusqu'à l'aube au pire. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!